J'ai la sensation d'avoir un rapport plus vibrant, plus coloré, plus plein avec les arbres, avec les pierres, avec les animaux. Et pour moi, c'est très paradoxal parce que d'un côté, on a, avec la crise écologique, un monde en danger. Et d'un autre côté, je redécouvre un monde enchanté. Et pour moi, il y a les deux faces. À la fois la menace qui pèse sur nous et en même temps plein de ressources dans la toile du vivant. En espérance. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur En Espérance, un podcast coproduit par Regard Protestant et la plateforme Transition écologique et sociale de l'Église réformée vaudoise. Je m'appelle Marie Sénèque et avec Nicolas Lutti, nous sommes tous les deux engagés dans la transition écologique et sociale. Et nous avons envie de vous faire entendre les voix de personnes qui luttent pour toujours plus de justice, de spiritualité et qui nous aident à ne pas désespérer de l'humanité. Pour faire connaissance avec ces témoins d'espérance, abonnez-vous à notre podcast sur votre plateforme d'écoute, lisez notre newsletter sur Substack, où vous pourrez y discuter avec d'autres auditeuristes des sujets qui nous animent. Les liens se trouvent dans les notes de l'épisode. Après l'épisode avec Marie-Antoinette Micheli qui nous parlait d'expériences de mort imminente, je vous emmène à nouveau en ce début d'été au-delà de la spiritualité et de la théologie protestante. Le domaine de la transition écologique a cela de passionnant qu'il nous invite à explorer d'autres manières de croire et de ressentir. En dialoguant avec des personnes qui s'inscrivent dans des courants spirituels différents du mien, je découvre d'autres façons d'être en lien avec le vivant. Je me laisse déplacer, questionner et humblement avec elles, je me mets à l'écoute de la nature et de ce qui y palpite. Cela me passionne et me stimule car je ne peux pas rester dans la tour d'ivoire de mes croyances. J'espère que vous aurez autant d'intérêt que j'en ai eu en lisant puis en écoutant le témoignage de Bernard Dupaquier. Dans cet épisode, il nous raconte comment il s'est reconnecté à la vie vibrante en lui et comment il s'est allégé et libéré au contact de la nature. Tel le papillon sortant de sa chrysalide, il s'est révélé à lui-même et a su printaniser sa vie. Bonne écoute. Bonjour Bernard, je te remercie beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Nous, on se connaît depuis quelques années parce que nous nous sommes croisés professionnellement quand tu avais des postes à responsabilité au sein de Pain pour le Prochain, puis à Les Pères. Ce sont deux organisations para-ecclésiales, peut-être qu'on en dira un peu plus tout à l'heure. De mon côté, je collaborais avec elles pour relayer leurs actions et leurs impulsions dans l'Église réformée. De loin, j'ai pu constater ce que tu apportais à ces organisations. Et puis un jour, je t'ai entendu témoigner de la manière dont tu vivais la fête de Noël et cela m'a mis la puce à l'oreille. Je me suis dit, il est ailleurs. Je me suis même dit, on l'a perdu. C'est-à-dire ailleurs que dans l'Église, ailleurs que dans une tradition attendue et dans un discours classique. Puis je suis restée sur cette impression. Peu de temps après, j'ai vu que tu avais sorti un livre retraçant ton parcours, un livre intitulé « Le passage du gué de Calvin à Merlin ». Alors cela m'a interloquée, parce que le sous-titre est bien choisi, il est un peu provocateur. Et puis, je t'ai lu. Et là, je t'avoue que j'ai été très touchée de ton authenticité, de ta sincérité, de ton courage aussi pour expliquer simplement comment deux pasteurs tu es entré dans le mouvement du druidisme. Ton parcours, c'est celui d'une transition profonde et ton témoignage a soulevé beaucoup de questions en moi. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je te pose la première question rituelle de ce podcast. Quelle est aujourd'hui ta plus grande source d'espérance ? Tout d'abord, permets-moi aussi de te remercier de pouvoir mener cette conversation avec toi. Aujourd'hui, où je puise mon espérance, eh bien, je dirais c'est dans un nouveau rapport à la nature, où j'ai la sensation d'avoir un rapport plus vibrant, plus coloré, plus plein avec les arbres, avec les pierres, avec les animaux. Et pour moi, c'est très paradoxal parce que d'un côté, on a, avec la crise écologique, un monde en danger. Et d'un autre côté, je redécouvre un monde enchanté, en danger, enchanté. Pour moi, il y a les deux faces. Donc, il y a à la fois la menace qui pèse sur nous et en même temps plein de ressources dans la toile du vivant que je découvre et qui me permettent aussi d'aller de l'avant. Et c'est vrai qu'en te lisant et en parlant aussi avec d'autres, ce grand mouvement d'émerveillement qui nous porte en ce moment et qui nous porte à l'espérance, et en même temps, on a toujours des mauvaises nouvelles. Et j'ai l'impression que plus il y a des mauvaises nouvelles dans le monde et plus cette nécessité de l'émerveillement, aujourd'hui, elle est importante.
Ça, c'est quelque chose que tu ressens aussi, Oui. que c'est comme une urgence intérieure, d'ouvrir encore plus nos sens à ce qui peut nous ressourcer. Je crois que ce que tu dis est très juste. L'ouverture des sens. Peut-être que c'est notre regard qui change aussi, sachant que notre environnement est menacé. Et puis moi, j'ai aussi le sentiment que, à côté de la menace, il y a comme une espèce d'alliance, en fait, qui se crée ou qui émerge ou qui serait possible entre l'humain et le végétal, l'animal, que tout à coup on se redécouvre. Moi, ce qui me frappait, par exemple, c'est peut-être aussi mon regard qui change, mais ça m'a frappé que cette année, pour moi, le printemps, la nature a beaucoup plus de couleurs que les autres années. Là, je ressens quelque chose qui vibre différemment. Libre à chacun de voir ce que ça veut dire, mais pour moi, c'est comme une espèce de proximité retrouvée malgré tout. Tu me rassures parce que j'en parle avec certaines personnes et puis je me dis, est-ce que c'est moi qui suis complètement perchée en ce moment? Mais je me suis dit, mais c'est fou, ce printemps, il est d'une puissance. Exactement. Alors vraiment, je trouve que les chants des oiseaux, les couleurs, les végétaux, parce que c'est moi qui suis beaucoup plus sensible cette année, mais j'ai l'impression qu'il est venu assez abruptement. Et j'ai l'impression que c'était une explosion cette année. Oui. Et alors voilà, on a eu en tout cas la même impression. J'en parlais aussi à quelqu'un ce matin, donc impression partagée. Et je trouve en tout cas ça fait beaucoup de bien et ça porte au milieu de ce monde en crise de voir que la nature se manifeste si vivante. Ouais, vraiment. Mais tu disais, notre regard change, mais souvent quand on est enfant, on a un rapport de proximité à la nature. Ton enfance, toi, est-ce que tu avais déjà cette proximité à la nature, petit garçon? Alors honnêtement, pas du tout. D'accord. Non, pas du tout. J'étais plutôt rêveur, lecteur, je dessinais beaucoup, mais cette proximité à la nature, non, c'est quelque chose que j'ai découvert sur le tard, en fait. Ouais. Et donc l'enfant rêveur est un jour devenu pasteur. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qui a fait que tu te sois engagé dans cette voie? Il y a plusieurs niveaux, plusieurs niveaux d'explication. Je vais commencer par le plus banal. En fait, c'est un peu par élimination que j'ai fait le choix de m'engager dans des études de théologie, parce qu'en regardant un petit peu les différentes filières, c'était celle qui m'avait l'air... je me sentais pas vraiment appelé ailleurs, et celle-là m'avait l'air intéressante, plus un intérêt intellectuel qui m'a mené vers la théologie. Cela dit, j'ai pris beaucoup de plaisir et j'ai aussi développé de solides amitiés dans le cadre des études. Donc, je pense que le choix était le bon. Voilà, ça c'est peut-être un niveau un peu plus profond que je n'ai pas réalisé à l'époque, mais c'est que j'ai sans doute là répondu aussi à des attentes familiales implicites. Je crois que ça fait partie des systèmes familiaux. Il y a des rôles qu'on prend, il y a des attentes qui existent. J'ai réalisé avec le temps que, en fait, en suivant cette voie, je répondais à une tradition ou à des attentes dans ma famille. Et puis, si on descend encore un petit peu plus profondément, je pense effectivement que pour moi, la quête de sens est quelque chose qui m'anime profondément. Et de ce point de vue-là, j'ai pris à l'époque une option qui était juste, en fait. Toi, tu es issu d'une famille de pasteurs ou de protestants engagés? Une famille protestante. Engagée, j'irai pas jusque-là, mais j'irai une famille protestante traditionnelle, avec des figures pastorales parmi les ancêtres, pas proches de moi, mais oui, effectivement, l'église au milieu du village a sa place dans ma famille. C'était un univers quand même familier pour toi. Voilà, c'était un univers pas très proche, mais familier. Et puis dans ton livre, tu nous racontes comment, après quelques années de pastorat, tu t'es éloigné de la paroisse et de l'église. Qu'est-ce qui t'a amené à t'éloigner petit à petit? Et est-ce qu'il y a eu un moment où tu as eu une révélation, où tu t'es dit, là, je respire plus assez dans la robe pastorale? Tout en commençant mes études de théologie, je disais toujours à l'époque, je fais la théologie, mais je veux pas être pasteur. Et donc quelque part au fond de moi, je savais que c'était pas ma voie. Mais cela dit, à l'issue des études, ça faisait sens pour moi de m'engager en paroisse, ce qui m'a permis aussi de rencontrer ma femme, donc ça valait le coup. Mais en fait, quand je me suis retrouvé en paroisse, je me suis trouvé dans une équipe pastorale dans laquelle je me suis senti très à l'aise.
et où je pense qu'on a fait des choses très chouettes avec les paroisses où on était. Mais en même temps, j'avais bien conscience du fait que si je voulais vivre autre chose ou prendre la tangente, il fallait pas non plus trop attendre. Que plus j'attendrais, plus ce serait difficile de sortir. Et c'est pour ça que je me suis formé en parallèle de mes premières années en paroisse. Et puis, à un moment donné, le corps a parlé, à savoir que j'ai eu un petit incident cardiaque sans gravité, heureusement, mais qui m'a juste montré que c'était le moment d'aller ailleurs. Et à ce moment donné, une porte s'est ouverte qui m'a permis de quitter la paroisse pour entrer dans le monde des ONG para-ecclésiales. Et ça, c'était combien d'années après le début de ton ministère ? C'était 2-3 ans après le début de mon ministère, ouais. Donc très vite, en fait, tu allais... Oui, tout à fait. Oui, non, j'avais cette conscience qu'il fallait que j'étais appelé ailleurs, en fait. Mm-hmm. Ouais. Et donc là, tu t'es déployé dans cet univers des ONG. Tu as découvert aussi une nouvelle manière de manager les équipes. Enfin, qu'est-ce que ça t'a apporté, ces expériences au sein des ONG ? Qu'est-ce que tu en retires aujourd'hui ? J'ai trouvé, au fond, dans les ONG, peut-être que j'ai trouvé la communauté... Une communauté dans laquelle je me sentais plus à ma place que dans l'univers paroissial. Cette dimension de grandir ensemble. En fait, quand on travaille ensemble, on grandit ensemble. Et une des choses qui m'a toujours frappé, je l'ai pas conscientisé tout de suite, mais c'est avec le temps que je l'ai réalisé, c'est quand on vit ensemble dans le monde du travail, on partage énormément, mais il y a comme une espèce de barrière entre vie privée et vie professionnelle ou des formes de croyances ou parce qu'on est au travail, tout à coup, il y a des manières d'être qui ne sont plus autorisées, qui ne sont plus aussi naturelles. On doit tout faire juste ou bien tout doit être harmonisé, alors qu'en fait, à la maison, on jongle entre X agenda, X rôles, ça nous pose aucun problème. Puis au travail, tout à coup, on attend que tout soit réglé comme du papier à musique. Et ça, c'est quelque chose qui m'a interpellé, où j'avais le sentiment que il y avait comme un potentiel créatif qui était bloqué. Et au fil du temps, j'ai eu la possibilité de me dire, mais zut, finalement, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas autrement ? Et c'est ce qui m'a permis de me lancer dans la gouvernance partagée. C'était tes années à pain pour le prochain ? Oui, ça ? Exactement. Oui. Ouais. La gouvernance partagée, en fait, l'idée de base, c'est de déléguer au maximum les prises de décision et puis de travailler avec l'image du cercle. Et en fait, j'aime beaucoup l'image du cercle parce que ça veut dire que dans un cercle, on se regarde dans les yeux, il n'y a pas quelqu'un qui est plus haut que l'autre, on a des rôles différents, mais on peut travailler de manière plus fluide, on peut se déléguer des tâches, on peut s'entraider, on peut faire appel à la sagesse que les uns et les autres ont. Et le mode de gouvernance partagée, au fond, essaie de définir des rôles très clairs, une espèce de terrain de jeu pour chacune et chacun, avec une grande marge de manœuvre ensuite dans la manière de travailler dans le terrain de jeu qui m'appartient. Et de cette manière de fonctionner, au fond, pour moi, c'est lié à beaucoup de joie et de créativité. C'est pas toujours facile. Et ce que je trouve aussi intéressant, c'est que c'est quelque chose qui est contre-intuitif parce qu'on n'est pas formé pour ça. C'est-à-dire qu'on attend toujours que le salut vienne d'en haut, qu'on a demandé l'autorisation à papa et à maman, et là, tout à coup, on change les règles du jeu et on responsabilise les gens en disant non, c'est toi qui peux décider. Bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de règles, mais c'est des règles qui sont différentes et qui permettent, je pense, aux gens dans les organisations de devenir des adultes. Est-ce que ça prend pas plus de temps que quand on a un chef autoritaire ? Ça prend beaucoup moins d'énergie. Et puis non, moi je pense que chacun grandit à son rythme dans ce type de système, et je crois que le plus dur, c'est d'accepter qu'il n'y a pas un moment X où tout le monde bascule dans ce système, mais que, en fonction de nos expériences personnelles, chez les uns ça ira très vite, chez les autres ça prendra plus de temps, puis que ma foi, il faut accepter, comme on le fait d'ailleurs dans notre vie privée, à la maison, en couple, en famille, qu'on évolue à des rythmes différents, et puis c'est la même chose dans le monde professionnel. Donc, en fait,
on suit la vie du groupe. Et puis pour moi aussi, ce que je trouve intéressant, c'est cette manière de fonctionner nous rappelle aussi que dans le vivant, on travaille par cycle. Et on a cette fascination de la planification où on sait exactement ce qui va se passer à quel moment. Et on occulte complètement dans les organisations le fait que y a des moments où les choses sont très fluides, puis il y a des moments où on peut pas avancer parce qu'on a besoin de se ressourcer et que on peut pas forcer ça par une planification, mais qu'il faut accepter ces moments de jachère. Ce mode de fonctionnement en cercle plutôt qu'en ligne droite nous aide aussi à entrer dans une compréhension du fait que même dans les organisations, il y a des moments qui vont plus vite que d'autres, qu'il y a des moments où on est plus créatif que d'autres et que ça fait partie de la vie. Puis il y a un moment de créativité que tu as accompagné, c'est la naissance du laboratoire de transition intérieure. Michel-Maxime Heger, qu'on a interviewé dans ce podcast, nous rappelait qu'il y avait quelqu'un qui lui avait ouvert la porte et qui avait créé ce poste. C'est toi ? Oui, c'était moi, oui. Mais voilà, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, il n'y avait pas un plan, mais une intuition qu'on pouvait créer quelque chose, que c'était le bon moment. Et voilà, l'intuition de Michel et la mienne se sont rencontrées, mais c'est quelque chose qui a été fertilisé par toute l'organisation. Et c'est un projet qu'on a laissé grandir au fond. Et dans ce sens-là, c'est une belle histoire parce que on l'a pas planifié, mais on l'a laissé venir. J'ai l'impression que c'est quelque chose de très organique, comme une femme qui laisse un enfant grandir en elle, et que finalement vous avez créé ça, mais dans le cadre du travail. Voilà, exactement. Oui. Et puis voilà, je pense que dans les organisations, il faut de tout. Il y a des choses qui se laissent facilement cadrer, planifier, et c'est OK comme ça. Puis il y a d'autres choses où il faut simplement ouvrir des espaces et puis laisser le temps de faire son œuvre. On n'est pas dans la performance, on n'est pas dans les résultats, c'est pas le tout de suite, mais c'est laisser une respiration aussi à l'institution, à l'entreprise. Oui, tout à fait. Puis là, moi, je pense que c'est dans les organisations comme dans la vie, on a besoin de structure et on a besoin de moments de respiration. Puis c'est pas ou bien. Non, c'est les deux en même temps, en fait. Alors, j'entends chez toi à la fois la rigueur et la fluidité, et ça témoigne beaucoup du parcours que tu racontes dans ton livre, où à la fois, il y a ton origine et ta formation protestante, et puis il y a la rencontre avec le druidisme, où là tu t'ouvres à une autre manière d'être, peut-être plus en phase avec une respiration profonde de la vie. Est-ce que tu pourrais revenir sur cette découverte ? Quand est-ce qu'à un moment donné, quelque chose s'éveille en toi ? Eh bien, ça, c'est une grande surprise pour moi. Mais je suis arrivé à un moment où, je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure, j'ai au fond compris que cette voie que j'avais choisie avec la théologie n'était pas vraiment la mienne. Et qu'au fond, tout en ayant, j'ai pas été malheureux, de loin pas, mais au fond que j'étais resté en surface et qu'il y avait quelque chose d'autre dessous. C'était une prise de conscience assez brutale. Le jour où je l'ai compris, j'ai perdu 20 kilos. Ça s'est passé très vite. J'ai pas été malade, j'ai pas fait de régime, mais enfin, j'avais déposé quelque chose manifestement. Et c'est pas anodin, cette perte de poids, parce que je pense que, symboliquement, je portais des choses qui n'étaient pas les miennes. Et puis, dès le moment où j'ai pu les déposer, il y a une ouverture qui s'est faite pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure. Et dans cette ouverture, pour moi, une des premières choses que j'ai trouvées, c'était le contact avec les arbres. Où tout à coup, je me suis senti très, très, très attiré par les arbres, besoin de les observer, besoin d'aller dans la forêt. Je me suis dit, il faut creuser ça. Comment est-ce qu'on fait ? C'est ça. Comment est-ce qu'on fait ? Alors, il y a eu un premier essai où une personne que je connaissais un druide. Donc, je me suis dit, allez, est-ce que tu peux me mettre en contact ? Je suis allé le voir. Très sympathique, mais ça m'a pas vraiment aidé. Et puis, après, je suis tombé sur des cours de sylvothérapie. Et puis, je me suis dit, tiens, ça, c'est peut-être quelque chose de plus ciblé, de plus spécifique. Et ces cours de sylvothérapie, c'est ce qui m'a, au fond, mis sur la piste, étaient donnés dans mon ancienne paroisse, là où j'avais été pasteur. Puis là, je me suis dit, allez, c'est bon, il faut y aller. Et c'est comme ça, finalement, par le contact avec les arbres, que petit à petit, je suis entré dans cette voie du druidisme et puis dans cette ouverture des sens, en fait.
Mais juste pour revenir un pas en arrière, là, tu nous as dit tu perds 20 kilos, tu as des prises de conscience. Qu'est-ce qui se passe du jour au lendemain? Tu t'es levé un matin et puis tout était différent. Qu'est-ce qui a été le déclencheur de ça? Beaucoup de choses, mais ce qui a été le déclencheur, c'est ma compagne. Elle a été plus finaude que moi, c'est-à-dire qu'elle a compris plus vite, en fait, au fond, que je jouais un rôle. Elle m'a poussé un peu brusquement à aller gratter sous la surface. Et puis, en m'ouvrant les yeux, elle m'a comme permis un peu de sortir des rails et puis d'ouvrir cet espace pour me redécouvrir. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle a eu cette prise de conscience avant moi, mais ce qu'il y a de beau dans cette histoire, c'est qu'au fond, chacun à notre manière et chacun à notre rythme, on a redécouvert des autres dimensions de nous-mêmes et on a beaucoup évolué les deux. Si bien que le couple qu'on forme aujourd'hui n'a plus grand-chose à voir avec celui qu'on formait à l'époque. Et encore une fois, on n'était pas malheureux, mais quelque part, on s'était pas vraiment rencontrés en vérité, je dirais. Puis la chance qu'on a eue, c'est de pouvoir avoir cette prise de conscience que, en ce qui me concerne dans ma vie, pas vraiment sur mes rails, et puis que, en tant que couple, on l'était pas vraiment non plus. On a pu, au fond, découvrir des aspects de nous-mêmes qu'on ignorait. C'est très beau dans le livre, comme tu décris ça, parce que c'est vraiment une transformation parallèle et ensemble. Et il y a une fidélité à votre rencontre première, qui était une belle rencontre. Et puis, il y a quelque chose, j'ai l'impression que vous continuez à vous rencontrer. Et c'est pas donné à tous les couples. Donc, je trouve ça encourageant et ça fait plaisir de voir que c'est possible. Tu racontes comment vous redécouvrez le féminin et le masculin. Alors, on a tous en nous du féminin et du masculin. Comment est-ce que toi, tu as redécouvert ta masculinité dans tout ce développement personnel? Peut-être que pour répondre à ta question, il faut peut-être que je dise que une des choses que j'ai réalisées au fond, c'est que j'étais resté très très enfant. Voilà, c'était lié à moi, c'était lié aussi au rôle que je jouais dans ma famille, mais au fond que j'avais pas vraiment fait le pas de sortir de ma coquille et de rayonner. Et que de ce fait-là, il manquait un pan à ma personnalité, à mon expérience, quelque chose qui était un petit peu atrophié pour pouvoir vraiment prendre ma place. Et que l'enfant avait besoin le gamin avait besoin de grandir, en fait. Et pour moi, un des points importants de cette redécouverte de ma masculinité, ça a été le fait d'habiter mon corps. Et puis là, je reviens aux arbres. Et je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Enfant, j'étais très rêveur, j'étais un petit peu désincarné. Et puis, pour moi, incarner mon énergie masculine, ça a été revenir dans mon corps, apprendre aussi à accueillir et à affiner mes perceptions, mes ressentis, que ce soit au niveau physique, mais aussi au niveau énergétique. Ça a été un point qui m'a beaucoup aidé. Et puis, c'est une chose toute bête, mais qui est néanmoins puissante. À un moment donné, j'ai vraiment eu besoin de marcher à pieds nus. C'est une pratique que j'ai gardée. Je marche très régulièrement à pieds nus. Je fais de la randonnée à pieds nus. Ce contact direct avec la terre, c'est vraiment quelque chose qui m'a ancré et qui m'a permis de redescendre un petit peu du monde rêveur dans une réalité beaucoup plus incarnée. Et puis, dans notre monde, dans notre société, la masculinité, elle est beaucoup liée à des rôles, à du paraître. Et pour moi, c'est beaucoup plus lié à une question d'énergie, en fait, de connexion à soi, de rayonnement. C'est le côté soleil. Voilà, ça c'est, je pense, le point qui m'a permis de redécouvrir. J'avais un côté féminin très développé, grande sensibilité, etc. Il est toujours là, mais il y a un équilibre qui est rétabli. Et par rapport au corps, donc c'est vrai que le lien à la nature nous permet vraiment de retrouver notre ancrage, retrouver notre corps. On ouvre aussi tous nos sens. Là, tu le décris très bien. Mais ton corps, il a aussi changé. Enfin, tu l'as changé parce que tu as rencontré un tatoueur. Est-ce que tu pourrais nous parler ça? Parce que j'ai rencontré il n'y a pas longtemps David Le Breton qui nous parlait de son étude sur les tatouages. Et c'est vrai que c'est une manière aussi de se réapproprier son corps, enfin d'écrire son histoire. Oui, alors totalement. En fait, pendant mon parcours, j'ai eu à un moment donné vraiment le besoin du tatouage pour marquer dans mon corps qu'il y a un avant et un après.
Pour moi, le motif de base, il était évident. Hein. Je découvrais cette relation aux arbres. Donc, ça allait être un arbre, un chêne. Au fil du temps, j'ai continué à me tatouer, pas du tout dans le sens, c'était pas du tout une réflexion, esthétique, mais vraiment énergétique. C'est-à-dire que je sentais toujours à nouveau qu'il y avait des arbres qui m'appelaient. Et je savais d'emblée où il était sur mon corps, hein, où il était sur ma peau. Donc pour moi, ça a toujours été quelque chose de complètement naturel. Et ce qui m'a aussi beaucoup frappé, c'est que, moi, j'ai été le premier surpris à finir tatoué sur tout le corps, mais au fond, dans mon entourage, les gens n'ont pas été surpris. C'est comme si au fond, j'ai fait ressortir sur ma peau quelque chose qui était depuis toujours en moi. Et pour moi, aujourd'hui, ces tatouages me permettent d'être pleinement dans mon identité. Tu t'es végétalisé, hein, vraiment. Ah oui, totalement. Oui, mais j'ai comme révélé quelque chose qui était à l'intérieur de moi, où je l'ai exprimé. Parce que je trouve assez fascinant quand tu racontes ta relation aux arbres. Moi, j'ai l'impression que c'est des amis, par moments c'est des thérapeutes, parce qu'il se passe des choses très fortes au niveau énergétique. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus? Parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui t'est donné. Tu dis c'était toujours en moi, mais on dirait que la rencontre avec l'arbre, elle était prédestinée. Et quand tu rencontres les arbres, c'est fort. On a chacune et chacun nos accès différents. Chez moi, ma porte d'entrée, c'est l'arbre. Ce n'est pas moi qui vais à l'arbre, c'est toujours l'arbre qui vient à moi. Tout à coup, quand je rencontre un arbre ou qu'un arbre m'approche, dans le monde, il n'y a plus que l'arbre et moi. Et ce que je ressens dans la rencontre avec les arbres, c'est une autre forme d'intelligence, en fait. Et pour moi, c'est pas évident de mettre des mots là-dessus parce que c'est quelque chose qui a un échange énergétique, où je sens vraiment l'arbre travailler mon corps. Et des fois, je ressens que mon corps est beaucoup plus large que je ne le sens d'habitude, ou alors ça travaille dans le thorax, dans les jambes, etc. Donc l'arbre me travaille, en fait. Et chaque arbre a une signature particulière. Et ce que je trouve aussi de fascinant, c'est qu'au fond, je prends pas rendez-vous chez l'arbre en disant, dis donc, moi j'aimerais bien travailler tel ou tel sujet. mais l'arbre vient toujours à moi, et après coup, je me dis, oui, tiens, voilà, c'est probablement ça qu'il est venu travailler chez moi. C'est cette thématique-là qu'il est venu travailler, et ça me fluidifie. Mais je trouve que c'est déjà très beau, et puis et j'en suis infiniment reconnaissant, et c'est assez difficile, je trouve, à décrire et à expliquer dans notre monde très rationnel, parce que en fait, c'est pas quelque chose qu'on peut décrire avec des mots. Là, c'est vrai qu'on est un peu coincé parce qu'on essaye pour les personnes qui n'ont jamais vécu ça, ça doit être difficile de comprendre, mais il se passe quelque chose de l'ordre d'une transformation énergétique. Il y a des choses qui sont comme drainées, nettoyées, il y a des choses qui sont vitalisées. Voilà. On essaye de mettre des mots, mais... Oui, non, mais c'est ça. Par exemple, le saule, c'est un arbre qui me nettoie. Ça, c'est là, je sens, par exemple, au contact du saule, qu'il y a des énergies qui me quittent. Là, cette semaine, c'était un peuplier noir. C'est pas le premier qui vient à ma rencontre, qui lui m'aide, en fait, énergétiquement, il m'enracine. Et puis, je dirais, pour moi, je sais pas si tu as déjà fait des soins énergétiques. Il y a plein de gens qui offrent ça, hein, qui ont des dons. Pour moi, au fond, une rencontre avec un arbre, c'est comme un soin énergétique. C'est quelque chose qui fait circuler l'énergie dans le corps, et puis qui, de ce fait-là, libère aussi des choses au niveau des pensées aussi, et favorise le fait qu'on voit après tout à coup les choses autrement. Mais c'est un soin énergétique. C'est très beau, en tout cas, comme tu le décris. Et c'est très lié aussi au druidisme, cette manière d'être en contact avec la nature. Comment est-ce que tu insères cette expérience première, par laquelle tu t'es réconcilié, on va dire, avec la nature, ou tu t'es rebranché à la nature grâce aux arbres, et puis avec le druidisme, tu accompagnes cette expérience avec des rites, avec des mots, avec des rencontres. Comment est-ce que tu vis cette spiritualité du druide ?
Je la vis sous la forme d'une découverte, en fait. Je la vis sous la forme d'une découverte parce que pour moi, le druidisme, c'est une spiritualité sensuelle. Ou alors une sensualité spirituelle, c'est égal. Mais ce qui me fascine, c'est que cette ouverture des sens qui, pour moi, a commencé avec les arbres, au fil du temps, c'est quelque chose qui s'affine. Je reviens tout à l'heure à ce qu'on disait au début de notre discussion, le fait que le printemps est plus vibrant cette année. Je l'aurais probablement pas remarqué il y a quelques années. Ou alors, pour moi, c'est des lieux aussi qui parlent, des lieux qui racontent une histoire où on sent qu'il y a de l'énergie qui circule ou qui circule pas. C'est aussi des paysages où tout à coup, par exemple, en me promenant dans certains lieux, tout à coup, je sens physiquement qu'il y a quelque chose qui rayonne. Alors je me dis, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui m'appelle? Au fil du temps, j'ai vraiment l'impression que ce jeu entre ce qui est autour de moi et ce qui se passe en moi, il y a de plus en plus d'écho. Et j'ai jamais été un adepte de la méditation. Ma compagne, elle, médite très volontiers. Moi, je me suis toujours ennuyé comme un rat mort. Mais en fait, je pense que c'est ce jeu de miroir entre l'intérieur et l'extérieur, ou que la nature comme support de méditation, c'est ce qui me donne une expérience qui est, je pense, semblable à ce que d'autres découvrent par la pratique de la méditation. Cette porosité et le fait d'être complètement relié à ce qui se passe autour de moi, et puis que quelque chose en dehors de moi déclenche quelque chose en moi, et inversement. Et ce que je trouve fascinant, c'est que plus j'avance, plus cet échange devient intense. La reliance s'approfondit de plus en plus fortement. Et donc, le druidisme, juste au niveau conceptuel, tu nous dis un peu ce que c'est, enfin pour les personnes qui ignorent complètement ce que c'est, d'où ça vient. Alors, le druidisme, c'est quelque chose qui se transmet principalement par la voie orale, donc il n'y a pas de théorie, il n'y a pas de concept, mais disons que pour moi, la base, c'est vraiment le fait de se mettre au diapason des rythmes de la nature. Et donc, l'observation de la nature, se laisser aussi toucher par ce qui nous entoure, d'être plus sensible aux différentes énergies qui vont avec les différentes périodes de l'année. Dans le druidisme, il y a 8 fêtes pendant l'année qui correspondent à 8 portails énergétiques de la nature au fil de l'année. Puis en fait, maintenant que j'y suis sensibilisé, ça m'a l'air assez évident. Si on regarde bien, on voit, par exemple, pour moi, ça je l'avais déjà remarqué avant, pour moi, le basculement vers l'automne, c'était toujours après le 1er août. Et il y a une fête druidique le 1er août, et ou alors une autre chose qui m'avait aussi frappé, c'est que pour moi, le début du printemps, c'était pas vraiment le 21 mars, c'était toujours autour du 1er février, et il y a une fête druidique à ce moment-là. Donc pour moi, au travers de ces fêtes qu'on peut vivre de différentes manières, certaines personnes le font de manière très ritualisée, d'autres moins, mais en fait c'est cette mise au diapason avec le rythme de la création. Et c'est en lien avec la spiritualité celtique? Voilà, qui est au fond la spiritualité qui était celle de notre biotope avant la christianisation. Donc pour moi, on est dans quelque chose qui est proche de nos racines. Et je me souviens, on parlait tout à l'heure de mes expériences dans les ONG para-ecclésiastes. Je me souviens d'un voyage que j'avais fait avec Pain pour le prochain au Guatemala. Et on avait eu la possibilité d'assister à un rituel maya. Et ça nous avait beaucoup interpellés avec ma collègue parce que, on n'y comprenait rien. Mais on se disait, on voyait que c'était très beau. Mais on se disait, mais au fond, ça n'existe pas chez nous. Et après coup, je dirais, si, ça existe. Ça existe encore. C'est pas très visible. Mais
cette mise au diapason avec le cycle de l'année, elle est bien là. Et elle existe dans notre culture. Et puis là, je reviens aussi en introduction, tu disais que tu m'avais senti ailleurs dans ma description de la fête de Noël. Bien évidemment, ça on le sait, le calendrier du christianisme, il a été aussi fixé en fonction du calendrier des fêtes qui existaient avant. Et puis, le sens qui a été donné n'est pas le même, mais on a quand même raccroché à ce qui était célébré dans les fêtes d'avant. Donc pour moi, je pense que c'est quelque chose qu'on peut aussi pressentir dans le calendrier des fêtes chrétiennes. Si on ouvre un petit peu le regard au-delà de la tradition biblique, on voit au fond qu'il y a un écho dans le monde qui nous entoure. D'ailleurs, aujourd'hui, en éco-spiritualité chrétienne, on travaille aussi beaucoup la saisonnalité, le lien à la nature, et on se rend compte que dans nos rites d'eau, de lumière, de pain, la nature s'invite. Donc, tout à fait. Et puis là, je pense qu'on peut vraiment gratter au-delà un petit peu du formel, du rituel, et retrouver quelque chose de très beau. Très anthropologique, et puis commun à tout le monde, et qui parle à tout le monde. Oui. En te lisant, je me demandais, est-ce qu'il faut vraiment choisir sa voie spirituelle? Est-ce que les voies sont étanches? Est-ce qu'on peut concilier le druidisme et le protestantisme, ou est-ce que c'est inconciliable? Tu racontes que tu sors à un moment de ta lignée protestante, il y a quelque chose où tu choisis une autre lignée. Moi, je voulais te poser la question aussi, est-ce que tu penses que si tu avais trouvé des protestants et protestantes qui avaient la même sensibilité que toi et qui ouvraient ces espaces au sein du protestantisme, est-ce que finalement tu aurais pu combiner les deux, chose l'expression? Donc oui, moi j'ai fait le choix de sortir de l'Église. Pour ouvrir une nouvelle page, des fois, c'est important de fermer un livre. Et là, j'ai eu besoin de fermer ce livre parce que ce qui m'avait mené au pastorat, au fond, me mettait sur des rails, et on me situait toujours sur ces rails. Et c'est pas les rails eux-mêmes au fond qui me dérangeaient, mais c'était le fait qu'on m'y associait continuellement. Et là, j'ai vraiment eu besoin de fermer la porte puis de dire non. Maintenant, je suis ailleurs. Donc, je dirais, c'est dans mon livre, je parle d'erreur de casting. C'est pas le film qui est mauvais, mais c'est juste moi qui n'étais pas dans le bon rôle. Donc, je dirais aujourd'hui, moi, je reste attaché au protestantisme, mais je n'y suis plus lié. Et pour répondre à ta question, est-ce que il faut choisir? Non, je pensais pas. Pour moi, il n'y a pas de réponse absolue. Alors, je sais pertinemment qu'il y a beaucoup de personnes dans la mouvance druidique qui continuent à s'inscrire dans le cœur du christianisme. Je pense aussi, tout le monde le sait. Il y a Si je pense à des figures, ça remonte, mais Hildegard de Bingen ou bien Saint François d'Assise, ils ont, pour moi, manifestement vécu des choses qui sont très proches de ce que le druidisme propose. Après, pour moi, c'est, tu dis perméabilité. Après, ça dépend un petit peu où on met les limites. Donc, il y a pour moi des points qui sont convergents, puis il y a des points qui sont divergents. Et jusqu'où on est prêt à vivre avec ces doubles réalités. Je reviens à ce qu'on disait aussi autour des organisations. Est-ce que tout doit être absolument cohérent ou aligné, ou est-ce qu'on est prêt à laisser cohabiter certaines expériences, certaines choses? Pour moi, 2 points sur lesquels je vois des approches radicalement différentes entre le druidisme et le protestantisme, c'est d'une part l'expérience de l'altérité, dans la Dieu et autres, et c'est ça qui permet une relation en particulier dans le protestantisme. Le druidisme, lui, met beaucoup plus l'accent sur l'unité et faire l'expérience du divin, aller le chercher en soi et dans le contact avec la nature. Donc là, il y a clairement un champ de tension. Un autre élément sur lequel il y a un champ de tension, c'est que dans le druidisme, comme dans d'autres formes de chamanisme, la notion de vie antérieure et d'expérience qu'on a fait dans d'autres cadres est très présente, et ça, c'est quelque chose qui est étranger à la foi chrétienne. Donc voilà, mais pour moi, je pense qu'il faut pas répondre noir-blanc.
On a chacune et chacun notre histoire, et puis à chacune et à chacun de voir comment amener les choses. Mais moi, j'utilise aussi l'image du biotope. Finalement, on a aussi culturellement cette vision de tout doit être cohérent, aligné, droit, etc. Mais au fond, si on regarde dans la nature, c'est aussi des fois un peu le chaos. Et puis il y a des dans un biotope, il y a des choses qui se confrontent, il y a des choses qui cohabitent. Et ça peut tout à fait être le cas aussi au niveau de la spiritualité. Mais c'est vrai que parfois en protestantisme surtout, on a peur du syncrétisme, où on peut être parfois on peut être dérangé par d'autres spiritualités. Et je me disais, mais jusqu'où on peut s'ouvrir à des expériences quand même autres et qui viennent aussi enrichir ou en fait notre christianisme et nous permettre aussi de redécouvrir aussi la Bible, de la lire différemment. C'est parfois l'impression que dans le protestantisme, on va quand même rester très très conceptuel, très intello, mais on peut revenir. Enfin, il y a quand même aussi tout un pan du christianisme mystique qui met le corps au centre, et l'éco-spiritualité, c'est quand même un des lieux en fait laboratoire où on peut tester ce genre de choses, qui ouvre d'autres possibles. Ça, tu l'as senti dans le protestantisme à ton époque, avec Michel Maxime Heger, je pense que vous en avez peut-être aussi beaucoup discuté à l'époque, mais est-ce que T'as eu ces ouvertures-là ou pas? Alors bon, moi j'ai pas une vision à 360 degrés du protestantisme. Et ce que tu décris, je suis sûr que ça existe. Moi, je l'ai pas vécu directement. C'était pour redonner le côté biotope aussi. Oui, tout à fait. Pluriel de notre protestantisme. Et puis je pense que c'est vraiment important de dire oui, c'est pluriel. Et il n'y a pas une définition. Et ce qui me vient en t'écoutant, la question, il faut pas la poser dans un sens mental. Qu'est-ce qui tient à la route? Mais pour moi, c'est beaucoup plus la question, qu'est-ce qui me fait vibrer? Si je vibre au protestantisme et à une éco-spiritualité ou à une forme de chamanisme, naturellement, je vais aller là où ça vibre. Et puis moi, dans mon cas, j'ai pas quitté le protestantisme parce que j'étais fâché, mais parce que j'étais arrivé à un point où je ne vibrais plus. Au-delà de l'habitude, au-delà des convictions, est-ce qui est juste ou pas, c'est quoi qui me fait vibrer? Et que ça, c'est une boussole qui est drôlement importante. C'est là où est la vie, en fait. Oui, absolument. Ouais. Et par rapport aussi, moi, je me pose la question de l'Esprit Saint, la manière dont il se manifeste dans le monde et la manière dont nous, en fait, on ressent sa présence. Est-ce que toi, tu as fait des expériences où tu te dis, tiens, ça, c'est l'Esprit Saint, c'est le souffle de vie et qui a un lien avec ton christianisme, ou c'est complètement... Alors, je vais te répondre par un autre chemin, mais c'est quelque chose qui m'est souvent revenu à l'esprit. Avec les pères, j'avais fait, dans les années 2000, on avait fait un projet de dialogue pratique avec une ONG égyptienne proche du mouvement salafiste. Et puis l'idée, c'était de dire, plutôt que de se confronter avec un débat d'idées, est-ce qu'on arrive à faire quelque chose ensemble? Et la directrice de cette ONG, pour moi, c'était une femme remarquable. Elle était dure, elle savait ce qu'elle voulait, mais vraiment, elle avait à la fois un côté très dogmatique et une ouverture extraordinaire. Et je me vois encore, à la fin du projet, où on avait vraiment réussi à construire quelque chose ensemble, elle me dit, mais Bernard, est-ce que tu crois aux anges? Puis je lui ai répondu, non. Et puis elle m'a dit, alors on verra bien quand on sera au paradis. Et aujourd'hui, je lui répondrai différemment. Mm-hmm. C'est-à-dire que pour moi, il y a ce que je ressens, c'est que effectivement, au-delà de ce qu'on perçoit directement dans le monde physique, il y a tout un monde qui nous entoure. Alors, est-ce que c'est l'Esprit Saint? Est-ce que c'est les saints? Est-ce que c'est les anges? Dans le druidisme, on appelle ça l'autre monde. Pour revenir peut-être dans une nomenclature plus proche du christianisme, la notion d'ange gardien, moi je les sens. Nous sommes accompagnés. Il y a des gens qui nous guident. Et ça, j'en ai fait plusieurs fois l'expérience. Et ça fait partie de cette notion de réenchantement du monde, de se dire qu'au-delà de ce que je vois immédiatement, je suis accompagné, je suis pas seul. Et après, pour moi, voilà, selon les pratiques, est-ce que c'est des anges, des guides, des saints, est-ce que c'est Dieu, est-ce que c'est l'Esprit Saint? Peu importe finalement. Pour moi, mais le fait de ressentir que j'ai des coachs
Les coachs, ça n'y a pas que les arbres. J'ai pas que les arbres, j'ai des coachs. Puis moi, je peux dire, j'en ai trois. Et je pense que j'en ai un quatrième qui est un animal. Et je les sens. Et je les sens en fonction des situations. Et au fond, moi, je trouve magnifique de se dire, aussi dans un monde anxiogène, comme celui qu'on vit aujourd'hui, que tout à coup se dire, ah ouais, ok, il y a une présence, ok, là, il y a quelqu'un qui essaye de montrer quelque chose. C'est une révélation permanente, en fait, oui. La vie. Oui. Et aujourd'hui, tu en es où dans le druidisme, en fait? Donc, tu fais ta formation, tu te formes. Alors, il n'y a pas une école de druides. Alors, il y a une lignée, mais... Oui, c'est comme le protestantisme, il y a plein de labels. Et de... Voilà. Non, moi, j'ai suivi une formation de base. C'est l'école Éoriane qui est située à Baule, dans le canton de Neuchâtel. C'est un cursus qui, pour moi, m'a permis une ouverture au sens. Donc, je pense que dans un premier temps, c'est bien d'avoir un accompagnement. Et après, c'est une voie où on est aussi invité à faire un bout de parcours seul. Dans le druidisme, on dit aussi toujours, à un moment donné, il y a quelqu'un qui t'appelle et qui te reconnaît. Donc moi, je suis dans la phase après le tronc, j'ai commencé mon parcours seul. Et puis un jour, peut-être que quelqu'un m'appellera ou me reconnaîtra comme druide, on verra bien. Mais voilà, ça disons que c'est l'approche du druidisme que je connais, mais il y en a certainement plein d'autres que j'ignore aussi. Et donc peut-être aussi pour la petite histoire, un terreau, le druidisme est encore très répandu, c'est la Bretagne. Et je connais aussi un druide en Bretagne qui m'accompagne de loin. Et donc, dans ce chemin donc très, très personnel, de chemin d'initiation permanent, d'ouverture au monde invisible, au monde des sens, je trouve tout ça, c'est très riche et c'est très fécond. Mais ça se traduit aussi dans ta vie concrète, visible, matérielle. Et comment est-ce que ça nourrit aujourd'hui ta vie professionnelle? Toutes ces prises de conscience, est-ce que ta manière de travailler, tu avais déjà commencé avec la gouvernance partagée, etc. Mais comment ça nourrit le concret? Oui. Je dirais c'est probablement pas pour rien si je me suis lancé dans la gouvernance partagée à l'époque. Je pressentais que il y avait quelque chose là-dedans qui aujourd'hui après coup m'a l'air très cohérent avec mon développement spirituel. Donc disons que l'outil de la gouvernance partagée me met déjà en phase avec la spiritualité que je découvre dans le druidisme. À un niveau personnel, je pense que cette découverte, cette sensibilité de ce qui est énergétique, ou tout simplement, pour prendre un autre langage, une écoute plus attentive à mon corps. Est-ce que je suis déstabilisé dans cette situation? Est-ce que je me sens bien à ma place? Est-ce que je me sens bien ancré? Est-ce qu'il y a quelque chose qui m'oppresse? C'est quelque chose à quoi je suis beaucoup plus attentif qu'avant. Et très concrètement, un projet, si je le sens pas, je dirais plus facilement non aujourd'hui parce que j'écouterai beaucoup plus mon corps. Et puis un point auquel aussi je suis attentif. J'y étais déjà avant, mais maintenant j'ai peut-être d'autres outils pour le faire. Je pense que les lieux et les lieux professionnels ne sont pas innocents et anodins. Et pour moi, un espace dans lequel un travail fécond peut se passer, c'est un espace qui doit être ouvert. Et si je sens dans un espace que il est lourd, qu'il y a peut-être des choses, il y a des conflits qui ont eu lieu, il y a des choses qui collent au mur, là, j'essaierai un petit peu de travailler là-dessus pour libérer l'espace et le rendre plus accueillant. Alors,
Après, il y a plusieurs outils pour le faire, mais j'entends rien que le fait d'aérer, de mettre des fleurs, du végétal. J'utilise aussi de temps en temps, au niveau professionnel, l'outil du rituel. Puis là, on rejoint aussi la culture chrétienne. Pour moi, le rituel, c'est quelque chose c'est un langage du corps, en fait. Et je pense que c'est aussi important de l'avoir dans le domaine professionnel. Donc, il m'arrive de l'utiliser aussi, soit avec les collègues, ou là, actuellement, à côté de mon activité professionnelle, je fais aussi, j'ai aussi une activité de consultant, et c'est quelque chose que je propose à une organisation que je suis en train de suivre actuellement. Donc oui, parce qu'aujourd'hui, professionnellement, est-ce que tu peux nous dire où tu es engagé? Eh bien, je dirais c'est aussi intéressant de voir comment les choses sont alignées. Quand j'ai quitté la paroisse, j'ai trouvé ma place dans le domaine para-ecclésial. Et avec l'évolution que j'ai faite, à un moment donné, je me suis dit, mais au fond, qu'est-ce que je fais encore dans le para-ecclésial? Et les choses se sont développées de manière très organique. Et aujourd'hui, je suis engagé dans le monde syndical. Donc, je ne suis plus dans le para-ecclésial, et pour moi, c'est tout à fait juste, parce que je retrouve dans le monde syndical cette dimension de communauté et de sens, mais dans une autre énergie que celle que j'ai quittée en sortant de l'Église. Et en parallèle de mon activité professionnelle, j'ai une petite activité de consultant où j'accompagne aussi des organisations autour de questions de gouvernance partagée. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu as envie encore d'explorer? Si tu avais encore plus de temps. Continuer ce chemin d'exploration et d'ouverture et de porosité, en fait, et continuer à m'ouvrir à d'autres perceptions, à d'autres expériences, parce que c'est tout simplement beau. Et puis te laisser conduire. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que pour moi, toujours à nouveau, c'est vrai, je me dis, bon, puis maintenant, alors... c'est quoi mon prochain projet? Allez, j'aimerais bien avoir un signe, ou bien on parlait de guide tout à l'heure, vous pouvez pas me donner un petit coup de pouce puis me dire. Et au fond, non, la réponse elle vient pas toujours, parce que je pense que c'est pas parce que je veux. Enfin, oui, c'est en partie parce que je veux, parce que quelque part il faut que je sois aligné et que mon parcours me l'a montré. À un moment donné, il faut signaler, oui, je veux découvrir autre chose, mais c'est comme les arbres, faut laisser venir. Je voulais juste te parler aussi de la temporalité dans ton livre, parce que je sentais à un moment en te lisant que tu disais une forme d'impatience, en fait. Les choses prennent du temps. Et moi, en fait, en te lisant, je trouvais que ça allait très vite. Que tu as dit tu as perdu du poids, ça allait très vite, j'ai l'impression que quand il faut que tu changes, les choses s'alignent très rapidement, oui. Tu changes. Oui. Et donc moi je voulais juste te renvoyer ça, que de l'extérieur, ça va vite. Non, mais c'est vrai que ça a été une transformation radicale en extrêmement peu de temps. Ça c'est bon, ça le temps de maturation a été extrêmement long, le déclic, et ensuite ça s'est passé très très vite. Et c'est vrai. Ça s'est passé tellement vite que après, quand je me suis retrouvé dans un moment plutôt de jachère, je me suis dit, bon, alors maintenant, quoi? Oui, c'est ça. Et est-ce que tu penses que ce changement rapide, c'est aussi dû à l'énergie masculine? Je dis ça parce que quand j'entends des récits de femmes, où voilà, ça prend du temps, enfin, oui, on fait ça. Souvent, j'entends des récits de vie où tous ces changements radicaux, ces allègements que tu as vécu, ces libérations, mais prennent beaucoup plus de temps. Et toi, j'ai l'impression qu'à partir du moment où ça a commencé, il y a eu un coup d'accélérateur. Oui, mais c'est une observation très pertinente. Moi, je l'avais pas vu sous cet angle, mais si je compare avec le cheminement que ma compagne a fait, effectivement, chez elle, ça a été tout aussi profond, mais je dirais, moi, entre guillemets, spectaculaire. Et il y a probablement quelque chose, effectivement, on a tous les énergies masculines et féminines en nous, mais je pense effectivement que, ton hypothèse que ça se passe peut-être différemment dans une énergie féminine m'a l'air tout à fait bien observée. Enfin, ce sera à creuser, quoi. Je vais continuer à ouvrir les yeux pour. Enfin voilà, c'était la réflexion que je m'étais faite en te lisant. Je vais finir avec une autre question rituelle de ce podcast, parce que en fait, on l'a appelé En espérance. C'était dans le vieux français. On dit être en espérance, oui. C'est être enceinte.
Oui. Et pour moi, l'espérance, elle a vraiment un lien avec la fécondité de la vie, de l'esprit, enfin de tout ce dont on a parlé, de tout ce qui vit, se développe un peu sans nous. Enfin, c'est-à-dire, on y contribue. Une femme qui porte son enfant contribue à sa croissance. Mais il y a quelque chose qui nous dépasse, qui est plus grand que nous et qui nous fait accoucher d'une vie autre. Est-ce qu'il y a pour toi aujourd'hui des lieux qui sont des lieux d'espérance autour de nous? Où est-ce que tu vas te ressourcer dans les moments où tu t'impatientes, où la chair est trop longue? Pour moi, c'est tous les lieux. C'est le biotope, c'est l'humus, c'est là où j'habite. Il y a des lieux qui ont des histoires, il y a des lieux qui ont des énergies particulières. C'est aussi, c'est pas sorcier. On sait très bien qu'il y a des lignes énergétiques qui traversent la Terre et qu'il y a beaucoup, notamment d'églises, en particulier les églises romanes qui sont construites sur ces lieux-là. Tous ces lieux-là ne sont pas forcément construits. Donc pour moi, le lieu de ressourcement, c'est l'ouverture à un lieu dans la nature où s'immerger en fait dans des lieux qui ont une histoire et une énergie forte dans la nature. C'est là où je vais me ressourcer. Alors bon, j'en connais, j'en ai près de chez moi. C'est dans ces lieux qui ont une histoire, c'est dans ces lieux qui ont une dynamique, c'est dans ces lieux qu'on découvre en fait, qui nous surprennent, que je vais trouver mon espérance. C'est là que plus on est à découvrir au fond et à s'ouvrir à ce type de rencontres et à ce type de lieux, plus on a aussi une communauté de personnes qui vivent quelque chose de semblable, pas dans un sens sectaire, mais où on peut échanger à un autre niveau. Et ça, pour moi, on le fait dans ce podcast, peu importe d'où les gens viennent, mais je pense que cette intégration, cette connexion avec la nature est quelque chose de très fécond pour pouvoir aussi développer une nouvelle compréhension et un nouveau sentiment de la communauté. Là, en ce moment, je travaille sur la question du corps. Dans le christianisme, on dit toujours qu'on fait qu'un seul corps. Et moi, j'ai toujours énormément de mal, en fait, avec cette métaphore du corps, parce que pour moi, elle est monstrueuse. Parce qu'en fait, il y a toujours plusieurs têtes, il y a toujours trop de mains, trop de pieds. Chacun veut aller dans un coin. Enfin, vraiment, pour moi, j'avais même écrit un petit texte là-dessus pour montrer la monstruosité. Parce que finalement, le corps, c'est notre moi-peau, quoi, en fait. Et ce corps physique, on est quand même un peu à l'étroit, quoi. Et je me disais, et je trouvais qu'en ecclésiologie, c'était pas très porteur. Et c'est en lisant Otto Schäfer, sa théologie du végétal, où je me suis dit, mais enfin, en fait, c'est vers le végétal qu'il faut aller, parce que le végétal, il est créatif, mais tu l'as bien dit d'ailleurs, ça peut partir dans tous les sens, ça peut contourner un obstacle, ça peut pousser, puis c'est pas obligé d'avoir une forme donnée, il va trouver sa forme aussi. Donc ça me parle beaucoup plus, et puis je me dis aussi la forêt, on sait que c'est les arbres, c'est aussi des individus, mais la forêt, elle est aussi un corps en elle-même, en fait. Et on peut penser l'individu, on peut penser la communauté ensemble. Et je me disais que ce végétal, pour moi, il m'ouvre aussi des pistes théologiques, ecclésiologiques, et puis vraiment ancré dans l'expérience de ce rapport aux arbres et au végétal. Je me dis, waouh, en fait, si on pensait nos communautés d'humains comme des communautés d'arbres, ça nous ouvrirait peut-être un tout petit peu de perspective. Oui, tout à fait. Oui, ce serait fécond. Ce serait fécond. Il faudra qu'on invente le cercle des arbres. Lieu d'échange au sein de nos institutions. En tout cas, merci beaucoup Bernard, parce que je trouve que tu as mis beaucoup de souffle dans ce podcast. On a senti ton ouverture. J'espère que nos auditeurs et nos auditrices vont pouvoir entendre ces paroles avec un cœur ouvert, parce que peut-être que c'est un peu surprenant tout ce qu'on a exploré ensemble, mais je trouve que vraiment c'est très enrichissant, et merci pour ce partage de ton parcours singulier, riche et toujours en devenir, quoi. Merci à toi, Marie. Ce podcast est une coproduction de la plateforme Transition écologique et sociale de l'Église réformée vaudoise et de Regard Protestant. Si cet épisode vous a plu, partagez-le autour de vous et n'hésitez pas à mettre des étoiles sur Apple Podcast ou à laisser un commentaire sur Spotify. Faites-nous part de vos retours en nous écrivant à podcast@enespérance.ch. Vous pouvez aussi vous abonner à notre newsletter sur Substack, nous suivre sur le compte Insta de Regard Protestant Podcast. Tous les liens sont dans les notes de cet épisode. Nous remercions Laurent Bazard pour l'habillage sonore et Héloïse Basselet pour le montage vidéo de ce podcast. Nous vous donnons rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode. En attendant, on vous dit à bientôt et surtout, restez en espérance.